On dit souvent que la fortune ne change pas pour ceux qui savent se conformer au temps. Aboubacar Sylla, président de l'UFC, Union des forces du changement, a été longtemps porte-parole de l'opposition républicaine, 7 ans exactement. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il est porte-parole du gouvernement guinéen. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, même s'ils tiennent rarement ces assemblées générales. Nous sommes venus à celle-ci pour vous montrer tout ce qu'ils vont nous dire et faire dans les conditions du direct. Politiquement correct, c'est de l'ambiance du discours, mais surtout de l'interview politique. Alors, merci. Je voudrais vous donner une information que vous n'aviez pas. Vous savez, lorsque le président Aboubacar Sylla a été nommé, il avait promis que le train Conakry Express allait fonctionner. Le train a recommencé à sonner dans la ville de Conakry. Et pour cela, il y a le syndicat de Conakry Express qui a demandé une audience au ministre Aboubacar Sylla, qu'il a accepté naturellement. Il les a reçus, ils sont venus massivement féliciter et remercier le président Aboubacar Sylla. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, le président Aboubacar Sylla est venu au ministère des Transports pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Les syndicats avaient demandé une augmentation de salaire à hauteur de 50%. Le président Aboubacar Sylla a accepté. Il a augmenté de 50% les salaires des cheminots, des travailleurs des chemins de Conakry. Ils ont demandé l'intégration des stagiaires dans les effectifs des employés. M. Aboubacar Sylla a accepté d'intégrer ces travailleurs-là dans les effectifs. Bravo. Ils ont demandé la fourniture régulière d'équipements et de protection de sécurité. M. Aboubacar Sylla a accepté et il l'a réalisé. Ils sont venus le remercier et le féliciter pour ça. Il faut que vous le sachiez, parce que c'est important. Après cela, je voudrais vous parler un peu de conviction, parce qu'on parle souvent de conviction dans les partis politiques. Je ne sais pas quel est le leader aujourd'hui dans la vie politique guinéenne qui est plus convaincu que M. Aboubacar Sylla. M. Aboubacar Sylla est convaincu, il a une conviction, c'est pourquoi il a créé un parti politique, c'est pourquoi il a milité et pendant 7 ans, il a été porte-parole de l'opposition, porte-flambeau de l'opposition guinéenne. S'il n'était pas convaincu, il aurait quitté dès les premiers moments. Parce qu'ils sont venus, il a été courtisé maintes fois, mais il n'a pas renié ses convictions. Vous savez, le livre de chevet de Aboubacar Sylla, c'est Nelson Mandela. Et je ne sais pas quel est l'homme politique dans le monde qui a une conviction plus que l'icône mondiale en politique, Nelson Rilala Mandela. Je ne sais pas. Vous savez, à un certain moment donné de sa lutte politique, il a créé une branche armée à l'ANC, à l'African National Congress, son parti. Et cette branche armée s'appelait Umkhonto we Sizwe. Et c'est lui qui était responsable de cette branche armée. Il a pensé qu'il allait engager la violence avec l'apartheid pour qu'ils en finissent une fois pour toutes. Au fil des années, il a compris que la violence ne menait à rien. Et un leader, c'est celui-là qui décide pour son peuple et rend compte. Puisqu'il a compris que la violence n'arrangeait pas le peuple sud-africain, qu'il ne pouvait pas avoir la victoire avec la violence, il a cherché à négocier avec Frédéric de Klerk.
Ses compagnons, certains n'étaient pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais un leader, c'est celui qui décide. C'est lui qui voit ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est profitable, bénéfique pour son peuple. Il agit en conséquence, il décide. Nelson Mandela a décidé, il a négocié avec Frédéric de Klerk, il a donné la victoire à l'ANC et il est devenu président de la République sud-africaine. Voilà le leader. C'est pourquoi Aboubacar Sylla a pensé à un certain moment donné, après l'échec de 2010, l'échec de 2013, l'échec de 2015, avec à la clé 94 morts, des jeunes fauchés à la fleur de l'âge, couchés au cimetière de Bambeto à côté, il a dit qu'il faut changer de stratégie. Je ne veux plus qu'un seul jeune soit blessé en Guinée, à plus forte raison que nous perdions une seule vie d'un Guinéen. Ils n'étaient pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord à l'UFC, qu'il y ait des manifestations dans la violence. C'est pourquoi il a demandé à ses pairs un changement de stratégie. Et finalement, il n'a pas été compris. Est-ce que j'étais plus utile à passer mes journées dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, pour asséner des vérités et critiquer continuellement, plutôt que de faire ce que je fais maintenant, faire face à la demande sociale des Guinéens et résoudre leurs problèmes. Je crois que le choix que nous avons fait était un très bon choix. Conakry Express était garé depuis 5 mois et demi lorsque je suis arrivé à la tête du département. En 1 mois, ce train a redémarré. Il y a eu récemment un débrayage, parce que comme les travailleurs se sont rendus compte qu'ils avaient maintenant en face d'eux un ministère et un ministre qui se préoccupaient de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, ils ont débrayé pendant quelques jours pour pouvoir attirer l'attention sur leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Et bien entendu, nous nous sommes penchés sur ces questions et le débrayage n'a même pas duré 1 semaine. Ils nous ont fait confiance quand nous avons pris des engagements avec eux. Ils ont repris le travail avant même que les négociations ne commencent. Et aujourd'hui, ils sont tellement satisfaits, comme l'a dit le vice-président, qu'ils ont formé une délégation pour aller me remercier au ministère des Transports, des travailleurs représentés par leur président. En Guinée, depuis, on m'a dit 9 ans, il n'y avait pas de prévision météorologique qui était publiée chez nous. Il n'y avait pas de bulletin de la météo. Personne ne pouvait savoir le temps qu'il ferait l'après-midi, le temps qu'il ferait le lendemain. C'est le seul pays qui se trouve dans cette situation singulière. Mais il se trouve, là aussi, en quelques semaines, nous avons relancé la publication du bulletin de la météorologie. Vous avez dû donc le constater au niveau de la RTG, au niveau du journal télévisé, avant et après le journal télévisé. Vous voyez le bulletin de la météo. Est-ce que c'est faire œuvre utile de réaliser tout ça en si peu de temps? Je dis oui. Nous avons d'autres projets. Je ne parle pas, moi, des projets. Comme vous le savez, les gens ont vu les bus de Conakry, de Sotragui sur la chaussée, sans qu'auparavant, on ait chanté dans les radios, comme certains ont l'habitude de le faire, que nous avons tel projet qui va voir le jour. Les gens ont vu Conakry Express sur les rails, comme ça, parce que les réalisations et le bilan parlent de lui-même. Il parle plus que les promesses et les engagements. Nous allons, à partir de lundi prochain, c'est-à-dire dans les 48 heures, mettre une autre série de bus sur la voie Le Prince. Nous avons déjà fait rénover tous les abribus, vous allez le constater. Nous avons fait d'abord dégager, parce qu'ils étaient encombrés. Nous avons libéré et nous les avons rénovés. Nous avons installé les panneaux de signalisation sur toute la voie, depuis Kaloum jusqu'à Sonfonia, en passant par Donka, par Dixine, par Hamdalaï, et toute la route Le Prince jusqu'au niveau de Sonfonia. Aujourd'hui, les plaques de signalisation existent, les abribus sont rénovés, tous les arrêts de bus sont matérialisés. Donc à partir de lundi, dans les 48 heures, les premiers bus vont sillonner cette voie. Et nous sommes également dans une perspective de réparation
des anciens bus, les bus chinois, les bus qui nous avaient été offerts par la coopération chinoise. 100 bus. Nous avons fait les inventaires. 40 bus sont déjà en épave, sont irrécupérables, mais 60 bus sont réparables. Nous avons déjà les listes de pièces de rechange. Les listes de pièces de rechange sont commandées et je suis certain que dans un délai ne dépassant pas 2 mois, ces pièces de rechange seront à Conakry, les bus seront dépannés et au lieu de 50 bus turcs, nous aurons en tout 110 bus sur le réseau de transport urbain et interurbain de la Guinée. Jamais la Guinée n'a eu en même temps un parc de transport public de 110 bus. Au maximum, on a toujours eu 100 bus. Cela veut dire que nous nous acheminons vers la résolution à court terme des problèmes de transport public, des problèmes de mobilité urbaine au niveau de la capitale Conakry. Nous avons d'autres projets, je n'en parlerai pas. Mais d'ici la fin de l'année, vous verrez les réalisations concrètes qu'on va faire. Parce que dans quelques mois aussi, j'ai parlé de cela parce que c'est imminent, la voie ferrée Frigia, qui aboutit, qui va jusqu'à Dubrika, va porter un train de banlieue également sur cette ligne Frigia, qui va donc desservir les localités qui sont riveraines de cette ligne et qui vont permettre également à d'autres Guinéens de pouvoir rentrer chez eux quand ils quittent leur lieu de travail et revenir le lendemain à leur lieu de travail sans sortir dans la rue, s'exposer aux intempéries pendant des heures. Nous avons beaucoup de projets, je n'en parle pas, vous allez les voir de vivre vous-même et vous comprendrez que l'UFC est un parti qui travaille, c'est un parti qui veut le bonheur des Guinéens, c'est un parti, s'il arrive demain au pouvoir, il changera la donne dans ce pays. Parce que c'est possible d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Même dans les difficultés dans lesquelles nous vivons, nous avons prouvé qu'il est parfaitement possible, lorsqu'on est armé d'une certaine volonté, lorsqu'on a un minimum de savoir-faire, lorsqu'on a le patriotisme chevillé au corps, il est possible de changer certaines situations. Donc je voudrais vous encourager, vous de l'UFC, à soutenir la direction de ce parti. Mais je voudrais aussi vous dire que nous ne devons pas nous contenter de réaliser des performances dans le gouvernement au niveau des départements qui nous a été confiés. Je voudrais également vous demander de vous battre sur le terrain pour qu'aux prochaines élections législatives, l'UFC ait une représentation significative au Parlement guinéen pour lui permettre de peser sur les décisions qui vont être prises au niveau du législatif, pour que nous puissions introduire des propositions de loi qui soient en mesure d'améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéens. Les fauteuils officiels sont vides, vous l'avez remarqué, le président a fini son discours. Nous allons le retrouver derrière pour lui poser des questions de précision. C'est le moment de l'interview politique. Maintenant, nous sommes avec le président de l'UFC, M. Sylla, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a écouté, on a écouté votre discours. On a toujours l'impression que vous tentez de justifier votre entrée au gouvernement. C'est un besoin ou vous n'êtes pas sûr de votre choix? Non, je n'ai pas tenté de justifier mon entrée au gouvernement. J'ai plutôt présenté un bilan sommaire de mon activité au sein du gouvernement pour les 3 premiers mois. Comme vous le savez, généralement, les 100 jours donnent lieu à la présentation souvent d'un bilan transitoire qui permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on a initié comme activité et qu'est-ce qu'on a commencé à engranger comme résultat. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai expliqué à mes militants le pourquoi d'abord de mon entrée au gouvernement et le résultat de cette entrée, pour que les militants soient fiers des activités que le président de l'UFC a initiées au sein de ce département et qui sont visibles aujourd'hui, fort heureusement. Nous avons 2 lignes, une ligne qui est déjà desservie pour le transport public. On était le seul pays au monde où il n'y avait pas un transport public structuré, organisé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons les bus de la Sotragui qui étaient garés depuis 2 ans, qui ont été mis en circulation en peine 2 mois depuis que je suis arrivé, 2 mois après mon arrivée à la tête du ministère des Transports. Aujourd'hui, nous avons la ligne de l'autoroute qui est desservie régulièrement et nous avons 22 000 passagers transportés par jour. Ce sont les statistiques que j'ai reçues donc, il y a quelques jours de la Sotragui. Et ce chiffre va monter à 40 000 passagers transportés par jour à partir de l'année prochaine, lorsque nous allons mettre en circuit le reste des bus sur la ligne
de la route Le Prince. Donc ça allait être ma prochaine question. À partir de Kaloum, le long de la route Le Prince jusqu'à Sonfonia, à partir de lundi, c'est-à-dire dans 48 heures. Vous avez abordé la question du port. Je n'aimerais pas que vous reveniez là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spéculations, entre guillemets. Dites-nous, qu'est-ce qu'on ne comprend pas exactement? Les gens refusent de comprendre. Qu'est-ce qu'on refuse de comprendre? Dès après la signature de la convention de concession, j'ai organisé une conférence de presse qui a duré plus de 2 heures de temps, où il y avait une cinquantaine de journalistes qui ont posé toutes les questions qu'ils ont voulu. J'ai refusé de limiter dans la durée cette conférence de presse. Nous l'avons tenue jusqu'à ce que toutes les questions soient épuisées et que tout le monde soit satisfait pour les réponses. On a levé la séance. Et depuis, la situation s'est calmée, parce que tout le monde a compris quelles étaient effectivement les réalités de cette concession. Il se trouve qu'il y a eu une altercation entre les 2 directrices du port il y a quelques jours. Et c'est ce qui a encore relancé les débats. Des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas de cette concession, qui remet en cause des privilèges au niveau du port. On saisit cette opportunité pour noyer le poisson. On prend une altercation entre 2 directrices pour justifier un rejet d'une convention de concession qui est en tout point, je dis, d'autant plus à l'aise que je n'ai pas participé à son élaboration ou à sa négociation, qui est en tout point favorable aux intérêts de la Guinée. Il s'agit d'une concession de 25 ans qui permet à la Guinée d'avoir un concessionnaire qui va réaliser des investissements qui sont nécessaires pour remettre à niveau le port de Conakry, qui est le dernier port de la sous-région. On est loin derrière. Donc avec ce contrat, tout va bien? Tout va bien, absolument. Tout va très bien. Il n'y a pas de licenciement de personnel prévu. Bien au contraire, il y aura un recrutement supplémentaire parce que les activités du port vont augmenter. Ce sont des engagements fermes et formels qui sont pris par le concessionnaire. Vous êtes le responsable direct de ces 2 dames qui dirigent le port aujourd'hui, leur comportement public aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Non, écoutez, il y a eu de la manipulation de la part de certains médias aussi. Donc les dames, elles ne sont pas responsables? Qui n'ont pas passé, laissez-moi vous parler, qui n'ont pas passé l'entièreté de l'exercice qui a eu lieu ce jour. Ils ont passé juste les 5 minutes où il y a eu une altercation entre les 2 dames. Sinon, l'exposé que les dames ont eu à faire à la quarantaine de personnes qui étaient là, c'est un exposé qui a duré 30 minutes. Mais on a pris juste les 5 minutes de polémique entre les 2 dames. C'est vrai que ce n'était pas une bonne chose. C'est vrai que c'était une erreur. Mais c'est à l'interne que nous allons résoudre cette question. Elle va être sanctionnée? Je n'en dis rien. Vous êtes le responsable hiérarchique direct. Je n'en dis rien pour le moment. Nous allons exactement savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il n'était pas, à notre avis, nécessaire que ces dames viennent se justifier ou s'expliquer devant... Ça met en doute tout ce que vous avez dit, en tout cas. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Comme je vous l'ai dit tantôt... Alors, je vais vous poser une dernière... Les pêcheurs en eau trouble ont profité de cette altercation entre les dames pour revenir encore sur la pertinence de la convention de concession, alors que cette question a été classée. Tout le monde avait compris, après ma conférence de presse, tout le monde avait compris que c'était quelque chose de positif qui arrivait pour notre pays. Mais malheureusement, il y a des gens, ils sont nombreux. Il y a certains qui sont dans la direction du port, qui s'occupent des finances du port. Il y a d'autres qui sont membres de la communauté portuaire, qui sont des sociétés qui interviennent à l'intérieur. Parce que vous en parlez, monsieur le ministre, est-ce que vous allez décanter? Est-ce que vous allez sanctionner? Est-ce que vous allez décanter et sanctionner? C'est ça la question. Qui ont beaucoup de moyens et donc qui sont là pour financer des groupuscules, pour venir s'agiter. Et il y a une presse aussi très complaisante qui identifie 40 travailleurs à l'ensemble des travailleurs du port. Vous entendez dire les travailleurs ont réclamé ceci, les travailleurs ont demandé le départ de tel, alors qu'il s'agit de groupuscules de 10 à 20. Vous allez faire quoi, vous, ministre des Transports? Vous allez faire quoi? Nous allons communiquer encore un peu plus. On va recommencer. Vous n'allez pas sanctionner? Vous parlez de qui? Je parle des actions, de l'action des dames, de ceux qui sont tapis dans l'ombre, de ceux qui sont... Non, on ne peut pas taper. On ne peut pas sanctionner ceux qui sont tapis dans l'ombre puisqu'on ne peut pas prendre la main dans le sac. D'accord. Là, je ne vous pose plus la question en tant que ministre. Vous êtes président de l'UFC, c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Oui. Les élections communales, ça fait 6 mois. Vous avez des conseillers élus qui attendent encore d'être installés. Il n'y a toujours pas d'installation. Politiquement, vous en dites quoi? Nous avons fait une tribune autour de cette question que nous avons publiée dans plusieurs médias. Nous avions dit déjà qu'il n'était pas normal qu'on renvoie au comité de suivi l'examen de questions électorales qui avait déjà été réglé, purgé par les tribunaux guinéens. Rapidement, les dispositions qui ont été prises là, ce sont des dispositions qui contreviennent au code électoral. Ce sont des dispositions qui déjugent les juges, qui déjugent le système judiciaire. Et ça, c'est très grave dans un pays. C'est un dangereux précédent pour l'avenir. Nous avons des échéances qui ont des enjeux plus importants que les locales, qui arrivent. Et avec cette situation que nous avons vécue, qui crée malheureusement une jurisprudence négative dans ce domaine,
ben, il y a fort à parier que les élections législatives et l'élection présidentielle 2020 vont constituer des moments périlleux pour la paix civile et pour la sécurité des citoyens. À Kindia, on ne vous a pas entendu ce qui s'est passé là-bas. L'installation de l'URDG, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes président de parti politique, ça peut vous arriver. C'est la même chose. Je suis dans le même raisonnement. Tout ça, c'est des arrangements qui violent la loi. Nous sommes contre. Et nous nous sommes opposés ouvertement en publiant une tribune, en parlant chaque fois que nous en avons eu l'occasion, comme je le fais maintenant. Nous sommes opposés à ces arrangements qui mettent en péril le système judiciaire guinéen et qui compromettent l'avenir des élections à venir, parce que ça va être extrêmement délicat. C'est la toute dernière question. C'est la toute dernière question. Vous, en tant que ministre, c'est la toute. Je te promets, Bangali. La dernière question. Pourquoi on a le sentiment, on a l'impression que Aboubacar Sylla ne porte pas la parole du gouvernement? Et pourtant, vous êtes porte-parole. C'est vous qui avez ce sentiment. Vous m'étonnez. Oui, on entend plus le ministre de la Communication, pas vous. Dans l'opposition, vous étiez tout le temps disponible. Vous écoutez tout le temps. Parce que dans l'opposition, il n'y avait pas un ministre de la Communication. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les rôles de chacun avant de poser certains types de questions. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je n'interviens que quand le gouvernement prend une position sur un sujet précis et je porte sa parole sur ce sujet devant les médias et devant l'opinion nationale et internationale. Je n'interviens pas à tout bout de champ. Il y a un ministre de la Communication pour le faire. Il y a un cellule de communication du gouvernement. En tant que porte-parole, c'est lorsque le gouvernement prend une position. Il y a un consensus de l'ensemble du gouvernement sur un sujet donné. Je ne parle pas à mon nom propre. Je ne parle qu'au nom du gouvernement. Donc, c'est à des occasions particulières que la nécessité pour le porte-parole de s'exprimer se présente. Et je le fais, comme pour les comptes rendus des conseils des ministres. Ce sont des décisions qui se prennent au niveau du gouvernement, après concertation, après consensus. Et là, mon rôle, c'est justement de les porter à la connaissance de l'opinion par le biais du compte rendu que je fais hebdomadairement de ce conseil des ministres. Merci, monsieur le ministre. Oui. On dit souvent que la politique ne détermine pas qui a la vérité, mais qui a le pouvoir. Vous êtes avec nous au siège de l'UFC, Union des forces du changement. Vous avez vu ce que nous avons vu dans les conditions du direct, comme on a l'habitude de le dire, politiquement correct. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. Peut-être qu'il faut rappeler à ces hommes politiques que l'objectif de la politique n'est pas tout simplement de gagner des élections et exercer le pouvoir politique, mais c'est surtout améliorer les conditions de vie des populations, donc changer la société. Et comme l'a dit un jour un président américain, tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Vous avez été encore une fois nombreux à nous suivre cette semaine, nous vous en remercions. C'est la fin de cette émission. Cependant, était derrière les caméras Amara Alex Sylla et Mamad Ali Mouba. Alassane Diallo a assuré le montage. C'est grâce à cette dynamique équipe que nous parvenons à réaliser cette émission chaque semaine. Et comme vous le savez, nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. En attendant, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Au revoir.